Maintenant, c'est plutôt aux gens qui facilitent déjà des cercles que j'aimerais, à qui j'aimerais qu'on parle. C'est comment tu te prépares pour les avant-cercles et les cercles? Qu'est-ce que tu fais toi, en tant que facilitateur, pour Mmh. te préparer aux avant-cercles, aux cercles et aux après-cercles? Ouais, c'est super important aussi pour moi comme question parce que c'est relié vraiment à le facilitateur, pour moi, il doit apporter une forme de qualité de présence, d'écoute, d'être au service du groupe, de la communauté et donc pour faire ça au mieux, dans les meilleures conditions, ben, pour moi, le facilitateur, la facilitatrice a besoin de se préparer au mieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire des caisses et puis évidemment chacun du coup va avoir sa manière de faire, mais pour moi, c'est important de porter de l'attention là-dessus, d'être au clair sur: «OK, de quoi j'ai besoin, pour me sentir bien et pour être au mieux au service, heu, des personnes et du processus». Et pour ma part, ce qui va être important pour moi, c'est aussi beaucoup ce qu'évoque Dominique Blatter, mais les notions de soutien. Et ces notions de soutien, elles peuvent prendre plusieurs formes et pour moi, ça va être important d'être, en général, en lien avec une autre personne qui a l'habitude de faciliter, donc de pouvoir échanger par téléphone ou autre pour, évoquer la situation, mes difficultés, mes réflexions, mes jugements que je puisse déposer avec une personne qui est extérieure à la situation, qui peut m'apporter de l'écoute. Je vais avoir aussi des soutiens, proches en fait autour de moi. Ça peut être, ma compagne par exemple. Alors dans ces soutiens proches, bon, c'est pareil, on n'a pas forcément besoin non plus d'évoquer la situation qui peut être confidentielle, mais je peux évoquer, moi, comment je me sens, mes besoins, mes difficultés, voilà. Et pour moi, ça va être important d'avoir, ces différents niveaux de soutien de avec des personnes avec qui je relationne différemment, qui vont pouvoir m'apporter du soutien à différents endroits de mes tensions personnelles. Et tu veux bien parler des tensions qui vont émerger quand toi tu fais ton travail, hein? Ça, dans les Ouais, avant-cercles, dans le oui, cercle? oui, c'est ça. C'est ça. Donc il y a une forme à la fois d'anticipation, c'est-à-dire que déjà dès le départ, quand, je suis sollicité pour faciliter un cercle, j'ai forcément des choses qui déjà émergent en moi. De qu'est-ce que je me raconte de la situation? Quel jugement j'ai? Qu'est-ce que à quoi ça fait écho dans mon histoire personnelle? Donc à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin du processus, je vais pouvoir avoir besoin de soutien pour prendre soin de tout ce qui se passe en moi. Pour ne pas le nier, mais pour l'écouter et un peu comme une méditation et le laisser passer tranquille pour focaliser mon attention, comme je disais, au service du groupe et du processus. Après, d'être à l'aise sur les conditions de temps que je mets, de temps disponible pour une personne. Quand je l'entretiens, voilà, j'ai tant de temps pour discuter avec toi. Ça va être, le lieu, si c'est en physique, un lieu où je me sens bien, où il y a du calme et de la tranquillité. Si c'est à distance, de la même manière, de pouvoir être dans un espace, tranquille où je me sens en sécurité, que je ne vais pas être interrompu. Peut être, des objets, de la documentation qui me soutient, voilà, des mémos, des rappels sur, le processus, sur mes intentions. Ça peut être des schémas, voilà. De voir des choses à la disposition je ne vais pas forcément me servir, mais ça peut être rassurant qu'ils soient là. Voilà et puis d'avoir mes petits rituels, mes petites habitudes. Je peux avoir en général, j'ai un temps de centrage, d'une manière ou d'une autre, avant d'entretenir quelqu'un. Est-ce que tu veux bien préciser qu'est-ce que tu appelles par Yes. centrage pour toi? Ouais, un temps de centrage, ça va être un temps de calme, d'écoute, OK, je me pose, je peux fermer les yeux, écouter ce qui se passe en moi. Est-ce que je me sens disponible, tranquille, voilà, une forme d'apaisement. Ça peut être, faire un peu de yoga, ça peut être, respirer, dans la nature. Quelque chose qui va me permettre d'être au maximum tranquille. Et du coup, pendant le cercle, quand il y a des tensions qui émergent à l'intérieur de toi, quand tu entends ce qui se passe et qu'il y a des tensions qui émergent à l'intérieur de toi, comment tu gères? Si tu veux bien nous partager, hein. Il y a une chose que je partage, souvent aux gens avec qui je partage ces pratiques, c'est que je dis souvent: «Bah, n'hésitez pas à faire une pause, si vous êtes
débordé, vous savez plus quoi dire, quoi faire, faites une pause dans la pratique, allez respirer, allez appeler quelqu'un en soutien et cetera. En même temps, je me rends compte que moi, je le fais pas beaucoup. Hem, mais je me dis que enfin, en tout cas, je suis attentif à ça et je me dis que si je le fais pas beaucoup, c'est que j'en ai pas plus besoin parce que j'y suis attentif. Ça peut m'arriver effectivement maintenant de plus en plus en tout cas de proposer dire: «OK, on fait une 5 minutes de pause là», même si je suis pas débordé et sous l'eau, mais juste de prendre soin, Mmh. d'être attentif, «OK, j'ai juste besoin de souffler un coup» et je m'autorisais moins à le faire au début, en fait. J'étais moins à l'aise de dire, «Stop», d'interrompre les échanges, puis j'avais peur que ça arrête le rythme et tout et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde quand on fait une petite pause, pour la respiration, pour digérer. Voilà, donc ça, c'est une chose importante pour moi. Après dans le cercle, dans ce qui me traverse, dans mes émotions, mes ressentis, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas vécu de cercle où je me sente suffisamment débordé pour, devoir, m'arrêter en urgence. Mais par contre, pour l'instant, je suis en capacité de, sentir l'émotion qui arrive et d'y être attentif, un tout petit peu, vraiment en écoutant, en laissant passer, en laissant traverser. Surtout, j'évite de résister, ce que je pourrais avoir tendance à faire par ailleurs. Mais quand je suis dans le cercle, j'y arrive encore mieux parce que peut-être parce que je me suis senti disponible pour ça. De laisser vraiment l'émotion me traverser et même si ça se trouve, du coup, je vais avoir des larmes qui coulent ou autre, bah, en fait, pour moi, c'est vraiment OK. C'est vraiment OK de traverser ça, parce que du coup, je mets de la conscience sur il y a ça et du coup, ça me permet de vérifier, en fait, à quel point ça impacte ma capacité à écouter les autres. Voilà et du coup, je crois que si ça m'arrivait qu'en regardant l'émotion, en la laissant passer, je sens qu'elle passe pas, assez rapidement ou que du coup ça me prend mon énergie mentale, bah, à ce moment-là, je dirais: «On fait une pause». Du coup, j'avais une autre question également aussi sur, le système de soutien, mais tu en as déjà parlé, à la place du système de soutien dans ta pratique de facilitateur. Mmh. Ouais, il y a la pratique du soutien et ça m'a fait penser au système en fait de soutien aussi que je crois que tu as évoqué, c'est-à-dire en fait, là j'ai dit: «Bah, j'appelle un autre facilitateur». Oui, mais bon, il faut encore savoir, qui je peux appeler. Mmh mh. Dans ce cas-là, donc ça veut dire que pour moi, ben, j'ai déjà identifié un réseau en fait de personnes avec qui c'est OK, qu'on est dispo les uns pour les autres. Est-ce qu'on a des conditions de: «Je suis dispo à tel, tel moment» ou «tel tant de temps» ou alors «Tu m'appelles quand tu veux». Voilà, ou peut-être ça va dépendre quelle est la communauté en conflit, moi quelqu'un qui est à distance avec du recul. Donc il y a tout ça pour moi de comment on fait vivre un système de soutien par ailleurs, qui peut être du coup plus ou moins centralisé et en même temps, moi, en cherchant à diffuser ces pratiques, eh ben, je cherche aussi à pouvoir installer un système de soutien à travers des différents praticiens qui se soutiennent mutuellement. Ça, c'est important pour moi et même si ça peut prendre du temps. En tout cas, ce que je peux voir à ce niveau-là, c'est que par rapport à il y a 2 ans quand j'ai démarré, ben, j'ai déjà beaucoup plus de soutien disponible chez d'autres praticiens que j'avais pas identifiés avant. Donc je trouve ça positif pour le développement du mouvement et le soutien. Hem, Quelle place ça a dans ma pratique? Pendant les processus, en fait, ça peut être assez léger et très ponctuel et en même temps, pour moi, le système de soutien, il est aussi en dehors des pratiques, c'est-à-dire les moments où on va pouvoir échanger les uns les autres à plusieurs, partager nos expériences, nos difficultés. «Ah ben moi je fais comme ci, moi je fais comme ça». Ça c'est pareil, ça se fait de plus en plus et pour moi le partage d'expérience c'est hyper riche et notamment je vois ces derniers mois en fait où il y a un peu plus de plus en plus ça, bah, ça me permet de nuancer énormément la manière dont moi je déroule les processus, de tester des trucs. «Ah ouais ça c'est une bonne idée, ça me parle». Je trouve qu'on a tous à y gagner vraiment pour, apporter ouais de la nuance dans nos pratiques, de la diversité et donc ça c'est aussi effectivement, quelque chose à laquelle moi
j'aimerais contribuer en fait sur la diversification et le renforcement de ce réseau de praticiens, notamment en France. Une belle transition avec la question d'après, hein, qui est peut-être plus globale, si tu veux rajouter des choses, c'est comment tu améliores ta pratique? Ouais, l'amélioration de la pratique, effectivement, pour moi, ça passe beaucoup par effectivement, l'échange avec les pairs. C'est aussi lorsqu'il y a du soutien à chaud pendant les processus. C'est-à-dire le simple fait d'avoir quelqu'un qui me parle et qui m'écoute, qui me fait un miroir de ce que je dis, ben, ça me fait réfléchir à ma pratique. Et il y a aussi les retours des participants, en fait, aux pratiques, et qui sont pas forcément que des retours à chaud. Il y en a, mais des fois ça peut prendre plus de temps, quelqu'un avec qui je rediscute quelques mois après, qui me dit: «Ah ouais», qui a digéré un peu et qui, du coup, analyse un peu plus, ce qui s'est passé, qui me dit: «Ah, pourquoi tu as fait comme ça?» Et du coup, bah, moi aussi je me dis: «Mais pourquoi j'ai fait comme ça?» Voilà, donc il y a les retours des participants aussi, et aussi, ouais, parce qu'à la fin des processus, moi j'aime bien essayer de laisser la porte ouverte aussi aux gens, dire: «Voilà, si le processus est fini, mais derrière, si vous voulez me recontacter, discuter, poser des questions, ça reste tout le temps ouvert», et ça arrive que du coup, quelquefois, il y en a qui le font, et je trouve ça vraiment riche, à la fois pour le lien et puis pour évoluer tous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en œuvre Ça pour me fait penser à, par exemple, je vais essayer d'aller faire d'autres sessions, d'autres séminaires, en fait, d'autres praticiens, en fait, de me retrouver dans la peau d'un apprenant, voilà, de recevoir la manière de faire de quelqu'un d'autre. Là, j'ai pu le faire notamment grâce au confinement, à travers des gens qui proposaient des choses, en ligne, ça m'a bien aidé. Hem et ça va être aussi à travers d'autres formations, en fait, quand je vais faire, je sais pas, n'importe quoi, une formation sur, la gouvernance, sur l'éducation, sur, de l'art-thérapie, et cetera, qui sont pas, voilà, des fois des domaines où je suis même pas spécialement «compétent» entre guillemets, où j'ai pas d'activité professionnelle, mais qui vont pas apporter un éclairage différent, en fait, un média différent, et je vais le relier à ma pratique. Je dis: «Ah mais ça c'est restauratif, en fait». Et du coup, hop, comment je pourrais l'inclure? Ça va être, du coup, ça me fait penser, voilà, à d'autres choses que je voulais dire sur justement le fait pour moi que les pratiques restauratives, elles sont larges. Bah, ça va être, ben, je sais pas, si on fait de la danse, si on fait de la sophro, si on fait du théâtre, si on fait des espaces de gratitude, et ben, voilà, de faire plein de choses pour moi à l'extérieur, de vraiment des pratiques pures, entre guillemets «du cercle» dont on a l'habitude. Pour moi, ça va venir enrichir ma pratique, et moi, j'ai notamment beaucoup envie de faire évoluer les choses sur l'aspect corporel, en fait, pour intégrer, les différentes dimensions de l'être humain dans ces pratiques restauratives. Donc je vois vraiment du sens à développer des pratiques, les plus complètes, les plus holistiques, possibles. Je m'intéresse aussi en ce moment au Forum de Zeg, un processus qui était développé dans un écolieu en Allemagne. Et voilà, j'envisage de me former là-dessus, voilà, bon, ça permet des espaces d'expression aussi. Voilà, du coup, comment je fais évoluer ma pratique, c'est un peu tout ça qui vient de m'ouvrir. intéressant effectivement de pouvoir ouvrir à d'autres choses aussi pour te nourrir toi et être plus, ce que tu disais tout à l'heure, plus présent. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu fais qui te permet d'être plus présent, plus conscient, de mieux te connecter aussi peut-être à toi-même, mais aussi aux gens qui sont autour de toi et notamment d'accueillir les émotions désagréables? Alors ça va peut-être faire une nouvelle couche par rapport à ce dont tu as parlé et en même temps, je pense que c'est parmi les éléments les plus difficiles, dans la facilitation aussi, de pouvoir être présent, conscient et Et je suis d'accord parce que je sens que difficile de répondre à cette question, donc ça montre à quel point c'est pas facile pour moi. Hem, ouais, bah, il y a des choses que j'ai déjà évoquées, mais par exemple, moi, je tâche d'avoir une pratique du yoga, la plus régulière possible, et ça m'aide à être présent pleinement en moi, en fait, dans mon corps, dans mes ressentis. Heu, à un moment, j'avais des pratiques plus méditatives, plus comment on identifie,
mais c'est pas forcément une forme qui me convient beaucoup à moi, je crois, donc j'ai laissé un peu ça de côté. Je tâche, pour être présent, d'avoir, des temps de solitude, en fait, Mmh. des temps de coupure, plus ou moins réguliers, des temps de connexion à la nature. Parce que, voilà, pour moi, le simple fait d'être dans la nature permet de relâcher énormément de tension, de marcher plus globalement dans mon mode de vie, en fait. Le Mmh. mode de vie que je choisis qui, tend à me permettre d'être à l'écoute de mes élans spontanés, de faire ce que je veux quand je veux, pour le dire, clairement, et ben, pour moi, ça me permet clairement d'être beaucoup plus à l'écoute de moi-même que si je me sentais contraint dans un travail avec des horaires fixes qui me conviennent pas, je pense que j'aurais beaucoup plus de difficultés comme je l'avais avant à être à l'écoute de moi-même. Donc aujourd'hui, le mode de vie que je tends à favoriser, d'être, voilà, je suis indépendant, effectivement, hem, je peux bosser, les week-ends, les vacances, le soir, n'importe quand et en même temps, je peux couper presque quand j'en ai envie. Voilà, d'avoir un mode de vie pour moi qui me convient, ça à mes besoins à moi, une certaine souplesse, qui me demande aussi, de la responsabilité, de l'investissement et cetera, mais c'est ce qui me convient. Donc d'être dans un mode de vie en adéquation avec mes besoins, aussi dans le lieu de vie par exemple, d'être le plus proche possible de la nature comme je l'ai évoqué, tout ça pour moi va favoriser le fait d'être présent à moi-même et d'être disponible pour ces pratiques restauratives. Voilà et puis en fait, c'est juste que je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime, avec ces pratiques restauratives dans mes activités professionnelles ou associatives, donc je me régale et je ça nourrit mon fort intérieur. Ça va être aussi, je pense à autre chose, ça va être aussi le fait que, je vais aller voir des je suis suivi quoi, que ce soit de la supervision ou que j'aille voir un ostéopathe ou, un énergéticien ou, que sais-je, voilà, je vais être, prendre du recul, pareil, toujours pareil, avec différentes approches pour prendre soin de moi dans toutes mes dimensions. Intéressant effectivement, hein. C'est pas forcément ce qu'on met en avant dans la formation sur comment elle va pouvoir s'intégrer en nous et diffuser en nous et ton mode de vie ou ta manière de faire, va venir s'intégrer totalement en fait aussi à ce que tu fais habituellement. À partir de quel espace intérieur ou un ou plusieurs, tu facilites le cercle? Ouais, alors ce qui me vient spontanément, c'est que il peut y avoir, je crois, l'espace intérieur du mental, le monde intellectuel, qui, qui déroule qui est là pour dérouler le processus. Quand je pose une question, voilà, j'utilise le langage, forcément, j'utilise cet espace-là. Et en même temps, j'ai l'impression que dans le cercle, pour moi, cet espace, il est extrêmement limité. Je lui donne très peu d'espace, Mmh mh. contrairement peut-être à la vie courante. Heu, du coup, je dirais que ma facilitation, elle se connecte beaucoup plus ce qui me vient spontanément, c'est que pour moi, c'est le ventre, le bassin, c'est quelque chose j'ai une assise intérieure, en fait, un espace de tranquillité en moi qui du coup est complètement à l'écoute et du coup, j'aurais pas de à aucun moment j'ai envie de réagir, en fait, à ce qui se dit. Parce que ça, ce serait mon espace mental qui voudrait réagir, mais non, en fait. Et heu et du coup, je suis juste dans un espace d'accueil, c'est ça, que comme si j'accueillais à l'intérieur de moi tout ce qui est exprimé. Donc un espace de tranquillité, de silence, en moi, parce que aussi finalement, c'est un espace pour moi énergétique. C'est-à-dire que l'espace du cercle, je le vois dans les exemples, le cercle, il se résout pas avec ce que les gens y disent. Il se résout avec les émotions, avec tout ce qui s'exprime par ailleurs, au-delà des mots. Mmh. Comme on le sait très bien habituellement, la communication, elle passe beaucoup en dehors des mots, en dehors du verbal. Et moi, dans les cercles, je le vois spécifiquement, où on va vraiment connecter d'autres dimensions, en fait. Donc ma posture d'écoute, d'accueil, moi, elle est beaucoup plus reliée à ça, en fait. Quelles sont les énergies qui se développent, même sans aller dans quelque chose de très ésotérique, mais juste, qu'est-ce qui se passe entre les gens là? OK, lui, je sens qu'il est plutôt en colère et là, il y a de la tristesse et ouais, je suis connecté comme ça, je suis plus à l'écoute de ça, finalement.
Donc c'est mon espace de mon cœur aussi finalement, qui est connecté aux émotions des autres. Heu et c'est ça qui va me permettre de rechercher la justesse dans mes interventions, finalement, hop, peut-être je vais plutôt poser la question à lui, alors lui, oh, je sens qu'il est dans le silence, il est en retrait, je sens qu'il peut-être il a quelque chose à dire là, c'est pesant, en fait, je le sens et hop, je vais aller vers lui. Suivre ces intuitions-là, en fait, c'est un espace d'intuition pour moi qui est hyper important et je vois que ça prend de plus en plus de place dans ma pratique, notamment dans le cercle. Donc là, tu parles de quelque chose qui me semble, assez, relativement subtil et peut-être qui se développe de plus en plus avec la facilitation. Au début, on a souvent envie de respecter le processus. Donc si je reprends ta hauteur avec ta main, c'est, depuis le mental. Il faut pas qu'on oublie, faut pas qu'on oublie, de respecter le processus et en même temps, petit à petit, ce que tu exprimes, finalement, ça se passe un peu plus bas, d'une manière un peu plus enracinée au niveau, de ce que tu disais du ventre ou même du bassin et que le fait d'accueillir, il se passe pas forcément avec la tête, tu veux pas forcément résoudre, là-dessus. Donc, je veux dire par là, c'est que je trouve que c'est un travail un peu plus particulier et c'est là où peut-être tout ce que tu fais sur le yoga, on va dire prendre conscience de ton corps, sur aussi ce que tu vas faire sur tes émotions, aussi sur la manière dont la gouvernance se fait, a, je pense, tout son impact. Et moi, je sens ça chez Dominique Berter, notamment. Et c'est ça qui m'avait en particulier appelé chez toi, en fait. C'est de pouvoir redescendre. Garder en tête pragmatisme, il faut quand même avancer, hein, évidemment, et en même temps, d'abord se connecter. Et je trouve que c'est assez subtil et moi je trouve précieux, en tout cas. Du coup, j'en arrive, on va remonter un peu dans la tête. C'est quoi tes plus grandes joies en tant que facilitateur, celles que tu as connues? Ah, mes plus grandes joies en tant que facilitateur, c'est, je pense là spontanément, je pense au 1er labo l'année dernière, le laboratoire des pratiques restauratives qu'on est organisé avec Benjamin l'an dernier et on est 4 à l'organiser cette année et je pense à ouais, un cercle, que j'ai facilité l'année dernière et un cercle semi-simulé où, où je pouvais sentir des échos par rapport à ma vie personnelle, parce que moi j'avais déjà vécu dans ma vie, tout en étant relativement, tranquille quand même et de sentir cette forme de déclic à un moment de relâchement chez les participants de: «Waouh, ça y est, c'est là, ah oui, je sens que c'est déposé, c'est tranquille» et moi ça m'apporte énormément de joie en fait d'avoir la sensation de contribuer à ça, en fait, d'une sensation de contribuer au bien-être en fait, à la qualité, des relations entre les personnes. C'est aussi dans des séminaires finalement quand je vois des personnes, facilitées à qui j'ai envie de partager, transmettre des choses et que je vois tiens, bah, par exemple, avec toi, Mehdi, quand je t'ai vu, faciliter à un moment et là je dis: «Ah ouais, là je me sens pleinement en accord avec ce qu'il fait, c'est cool, c'est ça marche, c'est connecté, c'est» et ça m'apporte de la joie parce que c'est pareil, je suis content de l'avoir partagé, en fait, et d'avoir la sensation d'avoir été compris dans ce que je voulais partager. Mmh. Ouais, ouais, ça a beaucoup de sens pour moi. Je pense à un cercle, que j'ai facilité, récemment dans une équipe d'une école, et ça a duré 5 heures et c'était très, voilà, très costaud, très profond. Ouais, toujours cette sensation à la fin de sentir ce relâchement dans les personnes qui se parlent tranquillement, aller-retour, des participants, notamment aussi dans l'après-cercle, en fait. Quand c'est bien digéré, je parlais de cet espace de célébration, ben, finalement le facilitateur, il a un rôle assez discret dans ces processus-là et moi je trouve ça très bien et en même temps, peut-être que l'espace de célébration, il est très utile pour lui aussi, en fait. De malgré tout nourrir la sensation que, ben, je contribue à quelque chose qui contribue au monde et quelque chose qui avance. Parce que effectivement des fois, on pourrait rester sur, si on restait effectivement dans le mental de: «OK, est-ce que le problème a bien été résolu?» mais en fait, pour moi, c'est pas c'est normal, je me pose toujours cette question, mais
profondément, oui. Comme on disait, c'est pas ça le plus important, en fait. Pour moi, c'est ce que ça fait vraiment bouger à l'intérieur des personnes. C'est ça qui va faire évoluer la façon dont on relationne entre nous. Ça, c'est une joie pour moi. OK, bah, merci. Du coup, si je prends l'autre versant, c'est quoi tes plus grandes frustrations en tant que facilitateur? C'est une question plus difficile parce que j'ai tendance à dire que du coup, je me sens très bien à cette place-là et que du coup, ça vient nourrir énormément de parts de moi. Donc, finalement, j'ai l'impression d'avoir très peu de frustration. Malgré tout, si j'identifie quelque chose, ben, ce serait je pense que pas forcément du coup pendant les processus, mais peut-être plus après, d'où le besoin aussi d'avoir du soutien. Parce que pendant le processus, j'ai la sensation d'être pleinement dispo. Mais après, quoi, je peux me dire: «Ah ben ouais, j'aurais bien aimé moi intervenir plus, en fait, sur le contenu, pouvoir en fait, soutenir les gens, aider dans la compréhension, dire: "Mais en fait, mais moi j'ai compris ce que tu voulais dire, je peux t'aider"», alors que je m'autorise très, très peu à le faire, voilà, dans ce rôle-là. Donc une forme de petite frustration et en même temps, c'est ça aussi qui vient nourrir ma réflexion sur ma pratique, c'est-à-dire à quel endroit mon intervention, elle est juste ou pas. Voilà, et comme je disais que dans ma philosophie, j'ai tendance à favoriser le minimum d'intervention, à laisser les gens faire, dans un cadre sécurisé, ben voilà, je m'y tiens parce que cette philosophie, elle est importante pour moi, parce que j'ai la conviction profonde de par mon expérience de vie que c'est ce qui vraiment permet aux gens d'être autonomes et de grandir par eux-mêmes. Merci pour ça. Quels sont les cas les plus difficiles ou le cas le plus difficile que tu aies eu à gérer? C'était, la facilitation dans un couple, qui avait des enfants, mais les enfants participaient pas ou quasiment pas au cercle, puisqu'ils n'avaient pas, l'envie, ils sont jeunes et dans ce couple, la difficulté pour moi c'était, cette difficulté à garder la confiance, l'espoir dans le processus, en fait, que ça va être utile à quelque chose. Notamment lorsque les gens sont pas habitués à pratiquer ça et du coup, si c'était la première fois pour eux, par exemple, bah, à tout moment, ils peuvent mettre en doute, même s'ils l'ont pas trop fait, le fait de dire: «Bon OK, là, on discute, mais en fait, où est-ce qu'on va?» Dans cet exemple-là, la difficulté, c'était du coup, le temps, en fait. C'est-à-dire que pour un couple, avec des enfants, difficile de trouver un temps disponible pour se rendre disponible pour ça, cet échange et donc quand au bout de plus de 2 heures, la première session, je leur dis: «Ben non, en fait, on n'est pas au bout du cercle là, je vous propose de poursuivre». Il y a quelque chose qui est difficile chez moi, de me dire: «Il va falloir retrouver un temps» et cetera et il y a quelque chose forcément qui malgré tout, il y a une toute petite part de moi qui peut douter en fait de: «Là, on n'est pas arrivé au bout, est-ce que, on va y arriver à un moment?» Est-ce que de poursuivre le processus, c'est vraiment utile? Et puis du coup, quand on fait la deuxième session qui dure encore 2 heures et que là je me dis: «Bah non, c'est toujours pas ça». Je sens en moi qu'il y a la fin du cercle, elle est pas là. Donc de garder cette confiance en moi qui est très forte en moi dans le processus, que j'ai, mais en même temps, voilà, sur le moment, on peut toujours douter et voilà et d'arriver à une troisième session qui, finalement, mmh où je peux avoir des doutes pendant la session et encore au bout de 2 heures, et là, du coup, ça fait 6 heures et là, ouais, pouf, ça redescend et là, ah oui, on avait besoin d'aller jusque-là. On avait besoin de tourner en rond dans tous les sens, d'avoir l'impression de pédaler et en fait, tout ça a été vraiment utile et je trouve que c'est vraiment significatif pour moi de ouais, la confiance que ça demande, dans quelque chose de lâcher prise aussi, de en fait, ça dépend pas de moi, en fait. C'est pas que je suis un bon facilitateur ou pas, ça a rien à voir en fait. Juste, je peux avoir confiance que le processus qui permet de toucher les besoins des gens, il va se faire en fait. Qu'on se laisse du temps. C'est une denrée tellement rare dans notre, société et j'ai envie que ce soit très présent pour les cercles, qu'on s'accorde du temps.